Grand-mère araignée est descendue dans la grotte. La tisseuse creusait l'argile blanche et grasse de la rive au pied des falaises de craie, et elle emplissait son panier en roseaux tressés de morceaux de cette terre couleur d'albâtre. Devenues d'un roux flamboyant, les feuilles de chêne contrastaient avec le jaune du pollen qui persistait sur l'épaisse forêt des cèdres alentours. Les feuilles du peuple dressé continuèrent d'offrir bien d'autres couleurs encore, lorsque la tisseuse les ajouterait à son four pour cuire le bol qu'elle allait modeler avec l'argile. Il lui faudrait escalader les falaises rocheuses pour ramasser les feuilles plates de cèdre, ainsi que celles rouges orangées des chênes, mais c'était un bonheur pour elle. La tisseuse éprouvait une telle joie à fabriquer de beaux objets et à essayer de créer de nouvelles formes qu'elle s'égarait souvent pendant son travail de création. Parfois, en sortant se promener, elle se retrouvait au fin fond d'une immense forêt remplie de plantes grimpantes et de gazouillements d'oiseaux, n'ayant aucune idée de là où ses pas l'avaient menée. La capacité de la tisseuse à retracer le chemin qu'elle avait suivi était pour elle un don qui allait de soi, car il lui suffisait de regarder dans son panier les choses y étaient placées dans l'ordre où elle les avait collectées. Elle pouvait commencer par sa dernière trouvaille et revenir à l'endroit où elle l'avait ramassée. Ensuite, un par un, les emplacements des trésors ainsi récoltés la ramenaient dans un environnement familier. Et depuis ces lieux si souvent parcourus, elle pouvait facilement trouver le chemin du retour. La tisseuse, qui était aussi la mère de la créativité, se servait des écorces, des baies, des tubercules, des feuilles et des mousses qu'elle avait ainsi récoltées, de la même façon que grand-mère araignée faisait usage des fils argentés de sa toile. Que son parcours décrive un cercle ou une ligne droite ne faisait aucune différence. Elle pouvait toujours retrouver le chemin du retour à son campement. À chacun des emplacements où la tisseuse avait été inspirée, elle avait ramassé quelque chose et ce qu'elle avait trouvé lui permettait de s'exprimer de façon créative en se connectant aux liens qu'elle avait avec les plantes, la terre et les pierres de la forêt ensoleillée. Lorsque la mère de clan prenait quelque chose pour son propre usage, elle laissait toujours un cadeau pour les esprits de la forêt. Cet échange avec l'amour, qui exprimait sa gratitude, laissait une trace au milieu des pousses luxuriantes qui bordaient la piste du retour à la maison, jusqu'à son campement, niché dans les affleurements rocheux qui surmontaient le coude de la rivière. Alors que la tisseuse creusait avec une pierre effilée pour prendre davantage d'argile, elle vit dans son esprit le bol médecine qu'elle allait fabriquer à partir de cette argile. La joie qu'elle éprouvait lorsqu'elle modelait ses poteries de ses mains monta dans ses bras, et cela lui donna un tel sentiment de satisfaction qu'elle accomplit sans effort le travail laborieux qui consistait à creuser pour extraire l'argile. Les ruissellements du printemps avaient raviné la brèche qui avait pris la forme d'une bouche ouverte dans le flanc de l'escarpement rocheux, ce qui permit à la tisseuse de se souvenir que Mère Terre aurait besoin d'être nourrie après avoir partagé sa glaise couleur de nuage avec sa fille à deux jambes. La tisseuse apporta donc plusieurs larges pierres au pied de la falaise pour reboucher l'intérieur de la cavité dont elle avait extrait l'argile. Un écureuil sautilla pour descendre le long du tronc d'un placanier de l'autre côté de la rivière, faisant voir ses joues gonflées de petites noix. Il essaya bravement d'adresser un sourire à la mère des clans sans pour autant cracher ses noix de pécan.
La tisseuse attrapa un fou rire en voyant le défi dans lequel se lançait ainsi l'écureuil. Il lui faisait aussi penser aux enseignements qu'il lui avait offerts à travers sa médecine naturelle, de rassembler l'énergie et garder un petit extra pour les périodes maigres. Au tout premier temps de sa marche sur la terre, la mère de clan avait appris à entasser des fruits secs, des tubercules et de la viande dans des trous qui lui servaient de réserve souterraine, en prévision de l'hiver. Une fois de plus, l'écureuil était en train de se préparer pour les prochaines neiges. La tisseuse remarqua que la mère Castor et son clan s'apprêtaient aussi pour les prochaines lunes blanches. Il était occupé à retenir le cours de l'eau en ajoutant des jeunes arbres au barrage qu'il avait construit sur le bas de la rivière, juste en aval de l'endroit où elle était en train de prendre de l'argile. Pour la mère de clan, le changement de température signalait qu'il lui fallait à présent rassembler ce qui lui était indispensable pour rester actif pendant l'hiver, lorsque ses occupations seraient limitées par la morsure des vents blancs du nord. Elle avait fait le plein de nourriture, récolté des herbes pour cuisiner et pour se soigner, et tanné les peaux dont elle avait besoin pour se faire un nouveau manteau. À présent, elle était en train de ramasser les fournitures nécessaires pour fabriquer les ustensiles courants de sa vie au campement. Elle remercia silencieusement la mère Castor de lui avoir montré qu'elle pouvait consacrer ses longues périodes d'inactivité de l'hiver à construire ou réaliser des choses. La mère Castor était la gardienne de la médecine constructive. Elle montrait à l'humanité comment rester active en étant productive, pour faire en sorte que ses visions et ses rêves d'une vie meilleure puissent se réaliser. La tribu, qui avait l'habitude de traverser la forêt de la mer de Clan à la saison d'été, en suivant la piste des récoltes au temps des lunes de la maturité, était toujours heureuse de faire du commerce avec l'artiste. Ses créations étaient tellement originales. La tisseuse leur ouvrait un entrepôt plein de jouets faits de ses mains, mais aussi de paniers, de vêtements, de poteries, ainsi que d'ustensiles de cuisine qu'elle avait achetés, qu'elle avait achevé de fabriquer au moment où les plaques de neige étaient remplacées par les taches vert clair des jeunes pousses. Au temps où la lune fait mûrir les baies, la mère de clan ne manquait pas de troquer ce qu'elle avait fabriqué contre des choses dont elle aurait elle-même besoin. Elle était aussi assurée de pouvoir faire face à toutes les épreuves qu'elle pourrait rencontrer, à vivre isolée pendant le temps où la neige allait tomber. À chaque lune des feuilles mortes, la tisseuse repérait les matières premières disponibles et planifiait tout ce qu'elle allait faire pendant la période où ses amis les animaux allaient hiberner. L'argile qu'elle était en train de recueillir ferait partie de sa réserve de fournitures pour ses créations artistiques, de même que les feuilles qu'elle avait l'intention de ramasser avant que le grand-père Soleil ne se couche. Et, pendant 2 lunes encore, elle allait finir sa récolte et conserver tout ce qui lui était nécessaire dans la caverne qu'elle appelait sa maison. Les anfractuosités de la caverne, créées au fil des métamorphoses de Mère-Terre dans sa croissance et durant l'âge de glace, avaient fourni à la mère de la créativité quelques excellentes caches où garder ses affaires. Elle pouvait même faire cuire ses poteries dans une cavité qui se prolongeait en une cheminée naturelle, trouant le plafond calcaire au-dessus de l'entrée de la grotte. L'hiver arriva avec ses glorieuses bourrasques. Les vents du nord soufflaient la neige en tourbillons, recouvrant tout d'êtres de glace miroitants et d'une couverture de neige duveteuse. À l'intérieur de la grotte, la tisseuse était heureuse et bien au chaud. Chaque nouveau soleil amenait avec lui de nouvelles idées et la joie incessante de tailler.
de modeler des poteries, de confectionner des poupées à partir d'ossements, de tresser des paniers ou de coudre des vêtements. La tisseuse mettait tout son amour et son savoir-faire dans chacune des choses qu'elle fabriquait. De sorte, elle donnait à chaque création le don de la vie ainsi qu'un sens, de la même façon que le grand mystère donne la vie ainsi qu'une mission à chaque être de la création. Elle envisagea les jours futurs, quand elle ferait du commerce au moment où les lunes de la maturité lui donneraient l'occasion de partager le fruit de ses efforts artistiques avec d'autres êtres de la famille des deux jambes. Rien que d'imaginer les expressions de joie qui illumineraient leur visage quand les affaires seraient conclues lui réchauffa le cœur malgré le froid intense de l'hiver. Ceux avec lesquels elle commençait ne montraient jamais à quel point ils aimaient un objet avant que la négociation ne soit terminée, de crainte que la vendeuse n'en demande un prix trop élevé. Mais après coup, la lueur dans leurs yeux était une chaleureuse récompense pour la mère de la créativité. Un jour, après que les premières neiges eurent revêtu Mère-Terre de sa robe blanche, la tisseuse découvrit, en s'éveillant, la plus esquisse des toiles d'araignée qu'elle ait jamais vues, recouvrant l'ouverture d'une des cavités de la grotte. Au centre de la toile se trouvait la plus étonnante des araignées, toute blanche, à l'exception d'une tache rouge sur la partie haute de son corps. La tisseuse s'émerveilla de l'aspect extraordinaire de son amie à huit pattes. D'habitude, les araignées ne se montrent pas pendant la froidure de l'hiver. Peut-être était-ce la chaleur de la grotte qui lui valait cette visite, mais c'était douteux. La tisseuse pensa que c'était là un signe de grand-mère araignée, celle qui avait tissé la toile de l'univers. Grand-mère araignée était la créature particulière que le grand mystère avait choisie entre toutes pour tisser les toiles originelles du monde tangible, en créant une structure de cercle concentrique qui puisse permettre à la chair des corps et aux réalités de toutes les formes de vie de la création de s'incarner. La tisseuse demanda à l'araignée si elle avait un message à lui donner en particulier. La réponse de ce membre de la tribu, de ceux et celles qui rampent et courent sur le sol, la fit sursauter, car elle lui vint en écho, comme si une voix s'était élevée depuis l'intérieur de ses pensées humaines. C'est grand-mère araignée qui m'envoie te dire que tu as créé beaucoup de choses de toute beauté et que tu as tissé une nouvelle toile d'expérience lorsque ton cœur a exprimé le désir de partager cette créativité avec d'autres. Maintenant, utilise ton nouveau bol médecine et cherche les visions qui reflèteront les désirs qui sont cachés au plus profond de ton cœur. Cherche ce qui est en train de venir se poser sur la toile que tu as tissée en réponse à tes désirs les plus profonds. Fais confiance au choix que tu as fait et garde la foi. Tes rêves s'accompliront. La tisseuse se dirigea vers le coin le plus éloigné de la grotte, là où elle gardait les objets qui concernaient sa médecine, pour retrouver sa toute dernière création. Le bol était grossièrement cuit et noirci de la fumée des feuilles qu'elle avait ramassées. Il était moucheté, çà et là des pigments des minéraux qui se trouvaient dans l'argile. Elle revint sur ses pas, alluma un feu et remplit le bol de neige fondue. Très vite, elle eut la vision de trois êtres de la famille des deux jambes qui trébuchaient de fatigue dans la neige à l'orée d'une forêt. Une grande silhouette et deux plus petites luttaient contre les bourrasques d'une tempête. Sa vision changea et la tisseuse vit les visages souriants de deux enfants, puis plus rien.
Cette nuit-là, elle rêva qu'elle était en train de pêcher dans la mer et qu'en regardant au fond de son filet, elle y découvrait une étoile de mer. C'était une étoile de mer exceptionnelle, d'une couleur éclatante, à la fois rouge et violette. L'étoile de mer lui parlait. Elle lui expliqua que son corps d'étoile représentait la force vitale de la créativité dont les êtres à deux jambes pouvaient se servir lorsqu'ils font appel aux chefs de clan de l'air, de la terre, de l'eau et du feu, afin que ces éléments se mêlent à la force créatrice du grand mystère. L'étoile de mer montra à la tisseuse comment elle avait elle-même recouru à cette mise en œuvre de l'énergie pour façonner ses créations et pour aménager avec ingéniosité sa grotte afin d'en faire une habitation confortable. L'étoile de mer chuchota au cœur de la mer de clan. Toi qui tisses la toile, tu t'es servi de ta créativité pour remplir ta vie de beauté, mais tu es devenu solitaire. Regarde bien, le désir caché au fond de ton cœur est de tisser un rêve qui puisse transformer cette solitude. Tu le verras, toi aussi, si tu es prête. Attention. L'abondance de talents créatifs que tu possèdes peut être partagée avec d'autres si tu donnes naissance à ton rêve d'avoir une famille. La mère de Clan fut surprise par la révélation de l'étoile de mer, mais ses sens restaient immergés dans ce rêve sans qu'elle puisse se mettre à distance de ce qu'elle voyait. Elle essaya de s'éveiller, luttant contre son désir de se souvenir de ce rêve. Mais au fur et à mesure que le paysage de son rêve changeait, elle s'enfonçait encore plus profondément dans les images qui se présentaient à elle. À un certain niveau de conscience, celle qui protège l'instinct de survie savait qu'elle devrait lâcher prise et suivre la vision du rêve pour pouvoir comprendre pourquoi elle n'avait pas autorisé jusque-là ses sentiments de solitude à faire surface. Elle soupira dans son sommeil, puis plongeant dans le monde aquatique qui se refermait autour d'elle. Par brassée, l'océan défilait pendant qu'elle se laissait tomber bien au-dessous des vagues, en découvrant qu'il lui était possible de respirer dans l'eau du rêve. Quand elle toucha le fond de l'océan, l'étoile de mer qui chevauchait son épaule lui chuchota à nouveau. Toi qui tisses la toile, te voilà immergé dans le ventre aquatique de Mère-Terre. Ici, tu peux donner naissance à ton rêve et ainsi renaître à toi-même. Si tu n'as jamais autorisé ta solitude à se montrer en surface, c'est parce que tu étais trop occupé à donner vie à tes autres créations. La mère de Clan porta son attention sur son utérus et elle y vit tous les sentiments refoulés qu'elle s'était cachés à elle-même dans son désir de créer. Elle voulait des enfants. Elle voulait partager avec eux les jouets qu'elle avait fabriqués et apprendre aux plus jeunes à utiliser leur imagination pour leur permettre de créer tout ce que leur cœur désirait. Elle voulait pouvoir partager la sagesse qu'elle détenait à propos de la faculté qu'a qu'a chaque être humain de créer dans la pleine mesure de son imagination. Les enfants connaissaient bien cette sorte de magie et c'est ainsi qu'elle aussi procédait. Un gros sanglot s'étrangla dans sa gorge et elle hurla sa solitude au fond de l'eau. Lorsque soudain, la mère de Clan ressentit un mouvement dans son ventre.
Il fallait qu'elle se dépêche d'étendre les jambes et qu'elle pousse fort. Elle laissa son corps faire le travail et une grosse bulle irisée sortit de son utérus pour ensuite s'élever dans l'eau et atteindre la surface. Elle entrevit brièvement sur la bulle des regards brillants et deux petites, deux petits sourires qui se tournaient vers elle. Son corps s'agita involontairement et elle se réveilla. C'était presque l'aube et il faisait bien plus froid qu'à l'accoutumée. Elle grelottait. Elle décida de faire un grand feu pour se réchauffer. Inutile d'essayer de retourner dormir. Elle regarda vers la cavité où elle était, elle regarda vers la cavité où était apparue l'araignée et fut étonnée d'y discerner les silhouettes de trois êtres à deux jambes, tissés dans la lisière de la toile. L'araignée était partie. Le feu avait du mal à prendre à cause d'un courant d'air qui pénétrait dans la grotte en s'infiltrant à travers les pots qui en protégeaient l'entrée. La mère de clan jeta un vêtement épais sur ses épaules et se dirigea en chancelant vers la porte. Alors qu'elle essayait de maintenir en place les pots à l'entrée de la grotte en les fixant au sol avec des pierres, elle aperçut, pas, pas très loin du chemin qui menait chez elle, un grand monticule couvert de neige qui n'était pas là d'habitude. Elle avait dans l'idée qu'il s'agissait d'une bête égarée qui s'était sans doute cassé la patte et que cela pourrait lui procurer de la viande fraîche. Elle attrapa donc son couteau de silex et s'élança bravement dans la grisaille du brouillard d'avant l'aube. Quand elle arriva auprès du monticule, elle le poussa doucement sur le côté avec son pied enveloppé de fourrure pour vérifier si l'animal était encore vivant. À la deuxième pression du pied un peu plus énergique, elle entendit un faible grognement humain. Les quelques instants qui suivirent furent consacrés à déterrer, avec l'énergie du désespoir, le corps qui était enfoui sous la neige. Elle dégagea un manteau en fourrure de bison, presque glacé, qu'elle jeta de côté et découvrit le corps bleu d'une femme qui protégeait ses deux enfants. La mère de clan se pencha tout près d'elle pour écouter, mais elle comprit que la femme n'était plus en vie, qu'elle était en train de cheminer dans le monde de l'esprit. Elle essaya de voir sous le corps gelé de la femme pour vérifier si les enfants respiraient encore. Elle eut fort à faire avec les bras rigides de la femme, mais elle parvint à dégager et à prendre dans ses bras un petit garçon de 4 étés, puis sa sœur qui était plus âgée. Elle plaça les deux enfants sur son manteau et elle les recouvrit des deux petits vêtements qui avaient été placés en dessous d'eux, pour éviter que leur corps ne soit étendu à même la neige glacée. Elle batailla pour remorquer sa charge en la tirant tout le long de la piste qui menait à sa grotte. Les enfants avaient le corps tout glacé, mais ils respiraient. Elle rendit grâce au vent du nord pour n'avoir pas amené davantage de neige et pour les deux vies dont elle avait maintenant la responsabilité. Elle avait recouvert le corps de la femme, mais il lui faudrait revenir plus tard afin de l'enterrer plus profondément pour ne pas qu'il serve de nourriture aux bêtes carnivores qui errent. Enfin, elle arriva à l'entrée de la grotte protégée par les pots. Le feu flamboyait magnifiquement.
leur procurant à tous les trois la chaleur dont ils avaient désespérément besoin. La tisseuse s'activant en frictionnant longuement au milieu de leurs plaintes et gémissements, les membres à moitié gelés des enfants pour y faire circuler à nouveau la vie. Elle avait la certitude que les enfants allaient récupérer, en raison des visages souriants qu'elle avait vus dans ces deux visions. Mais elle n'en continuait pas moins à leur administrer ces soins salutaires et ne s'arrêta qu'un instant pour suspendre un chaudron sur le feu et faire mijoter un ragoût. La mère de clan ne se reposa pas avant que les enfants aient été frictionnés, rassasiés, puis emmitouflés dans de nouveaux vêtements bien épais pour dormir. De petits soupirs et de petits sanglots montaient des habits en peau de bison recroquevillés près du feu. Lorsqu'elle se fut assurée que les enfants étaient endormis, celle qui protège l'instinct de survie revêtit son manteau de fourrure et partit enterrer la mère des enfants dans la faible lumière du jour qu'il finissait. Plus tard, fourbue de fatigue et après avoir nourri le feu pour la nuit, elle s'écroula dans un sommeil sans rêve, bien qu'une part d'elle-même restait à l'écoute pour s'assurer que les enfants aillent bien. Chant de la pluie était une jeune fille de 11 étés qui se trouva fort à l'aise de vivre auprès de la tisseuse. Dès l'instant où la jeune fille accepta le fait que sa maman était désormais dans le monde de l'esprit, elle se mit à appeler la mère de clan sa tante. Ce terme affectueux était la façon dont les enfants s'adressaient avec respect à leur aîné dans la tribu, reconnaissant ainsi qu'ils faisaient partie de leur famille élargie, autant que leurs parents de sang. Son petit frère, Soleil derrière les nuages, avait seulement passé 4 étés, mais il se montrait précoce, courageux et s'intéressait à tout ce qu'il découvrait. Le petit guerrier était passionné par tout ce que faisait sa nouvelle tante et par sa façon de le faire participer à toutes les activités de leur vie commune. La tisseuse débordait de joie en compagnie de sa nièce et de son neveu. Les enfants cherchaient sans cesse comment ils pourraient aider aux tâches quotidiennes. Chant de la pluie était très inventive et elle aimait parler des idées qui germaient dans son imagination quand elle apprenait à faire les choses. Soleil derrière le nuage, le plus calme des deux, apprenait très rapidement. Il cachait il cachait un magnifique sourire derrière ses attitudes étonnamment pensives. Tous les trois pouvaient passer des heures à fabriquer ensemble de nouveaux jouets merveilleux et poteries d'argile à peindre, ou bien à raconter des histoires et organiser des jeux. La tisseuse avait le sentiment qu'elle avait reçu un cadeau qui comblait son existence. Les enfants avaient remplacé leur sentiment de perte par un monde magique où chaque soleil qui passait débordait de nouveaux jeux et d'amusements. La vie avec cette tante qui prenait si bien soin d'eux leur donnait le sentiment d'être en famille. Les tempêtes de l'hiver hurlaient et grondaient au dehors, mais à l'intérieur, le feu était chaud, la nourriture abondante et les nouvelles expériences qu'ils aimaient tant semblaient inépuisables aux deux petits. La tisseuse aida Soleil derrière les nuages à fabriquer un bouclier pour enfants
à partir d'un morceau de cuir, ainsi qu'un jeu de fléchettes avec son petit arc. Le jeune guerrier pouvait passer des heures dans le fond de la grotte, en prenant pour cible les quatre pattes géantes que la tisseuse avait dessinées sur les parois. Soleil derrière les nuages traquait patiemment sa proie, en se cachant derrière les petits rochers disséminés sur le sol rocailleux. Puis, il faisait semblant d'être un chasseur accompli, capable d'abattre un bison ou un élan d'une seule flèche. Et souvent, il mimait son retour à la maison, traînant son butin de viande pour sa tante et sa sœur. La tisseuse remerciait toujours Soleil derrière les nuages pour son exploit et pour la viande imaginaire qu'il avait ramenée à leur foyer. Très sérieusement, elle demanda au petit guerrier quel grand animal à quatre pattes il avait abattu ce jour-là et quel était son nom. La tante enseignait alors au garçon comment demander pardon à l'animal en remerciant son esprit pour la nourriture qu'il offrait ainsi. Puis, elle montrait à l'enfant comment libérer l'esprit de l'animal. À chaque fois que Soleil derrière les nuages apportait de la viande fraîche à la maison, la tisseuse se mettait à cuisiner pour le repas du soir un peu de la viande séchée qu'elle avait emmagasinée dans la grotte. Chant de la Pluie était impressionné par le talent dont sa tante faisait preuve afin d'encourager la vivacité de leur imagination enfantine. La mère de clan soutenait toute forme de créativité à laquelle l'un ou l'autre enfant avait recours pour jouer, fabriquer des objets ou aider aux travaux ménagers. Si les enfants découvraient une façon plus simple ou plus personnelle de faire les choses, la tisseuse était heureuse qu'ils l'expérimentent. Elle leur montrait à tous deux comment travailler avec leurs mains et comment ils pouvaient créer une vie qui soit belle de la même manière qu'ils créent des objets artistiques. Elle leur enseignait comment prendre soin des différents matériaux, comment mettre de l'amour dans tout ce qu'ils créaient et elle leur apprenait aussi à éprouver de la fierté pour ce qu'ils avaient réalisé de leurs propres mains. Elle rappela, elle rappelait aux enfants comment le grand mystère avait placé son amour dans chaque forme de vie et comme eux, en tant qu'êtres à deux jambes, étaient appelés à continuer de transmettre cet héritage en faisant vivre dans l'amour leur don de créativité. La tisseuse apprit aux enfants que lorsqu'ils créent un bel objet, l'artiste donnait un sens à chacun des symboles qu'il peignait et une signification à chaque couleur qu'il utilisait. L'histoire de la médecine qui faisait partie de chaque poterie ou de chaque jouet donnait une mission à ces objets ou les dotait de quelque chose qu'il pourrait enseigner aux êtres à deux jambes qui les verraient ou les utiliserait. La façon dont s'exprimaient les artistes qui avaient créé ces objets reflétait toujours non seulement la façon dont les créateurs de ces objets se sentaient et se percevaient, mais aussi leur propre regard sur le monde et sur la manière dont ils étaient parvenus à développer leur habileté. Pour les deux enfants, la tisseuse devenait une inspiratrice qui les incitait à se servir de leur imagination et de leur capacité de raisonnement, ainsi
qui a utilisé des méthodes efficaces pour que, grâce à leur créativité, les images qu'ils avaient à l'esprit puissent se concrétiser dans leur création artistique ou dans les jouets qu'ils inventaient. Chant de la pluie était un exemple frappant de la rapidité avec laquelle un enfant peut apprendre et devenir aussi habile qu'un adulte. Le très grand don d'observation et d'imitation de la jeune fille étonnait la tisseuse. Son imagination et son originalité éclataient dans chacune des nouvelles créations qu'elle imaginait, puis qu'elle réalisait. La tisseuse constatait de toute évidence, à la façon dont Chant de la pluie se servait des matières premières et s'appliquait à fabriquer et peindre les poteries, que la fillette deviendrait une artiste accomplie et un maître dans l'artisanat. Les symboles étaient délicatement et très précisément peints par une main qui ne déviait jamais, guidée par son sens naturel des proportions et de la composition. La tisseuse comprit que le désir caché de son cœur lui avait permis de réaliser son rêve d'avoir des enfants aimants et artistes. À l'approche des lunes qui réchauffent, la mère de clan s'observant en train d'échafauder des rêves pour le futur, dont son neveu et sa nièce faisaient partie. Un futur où ils partageaient la magie de créer une vie pleine de riches potentialités. Chaque jour, la tisseuse rendait grâce pour la plénitude qu'elle ressentait lorsqu'elle voyait les enfants grandir et s'exprimer de façon si joyeuse. Elle oublia ce qu'avaient pu être les hivers passés dans la solitude et le silence, avec pour seule compagnie ses poteries, son artisanat et ses jouets. Au cours d'un sommeil, durant les lunes qui réchauffent, la voix de Mère Terre s'infiltra dans les rêves de la tisseuse. Fille de mon esprit, écoute ma voix. Le cadeau que tu t'es offert à toi-même sous la forme de ces deux enfants est un cadeau de grand-mère araignée, la tisseuse des rêves. Tu vas prendre soin de ces enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Tu partageras leur exubérance et leurs larmes. C'est ton propre reflet que tu verras en eux quand tu les observeras grandir et se transformer. Ces souvenirs sont les trésors vivants que chaque mère porte dans son cœur. En grandissant, les enfants vont aussi utiliser leur créativité pour tester ton autorité, ta sagesse et tes résolutions. Sache qu'ils auront besoin à ce moment-là d'une main ferme, autant que d'une tante aimante, qui leur apprendra comment détruire ce qui les limite en trouvant des moyens pour créer et pour pouvoir s'exprimer. La mère de clan passa aux nombreuses fois où elle avait montré aux jeunes comment fabriquer quelque chose de nouveau à partir d'une poterie ou d'un jouet qui n'avait pas pris la forme initialement prévue. La création et la destruction étaient toujours en réinventé, pour peu qu'on utilise son imagination. La tisseuse reçut dans son cœur les paroles de sagesse de Marthe, prenant note dans le rêve de se souvenir de tout ce qu'elle avait entendu et perçu. Marthe continua. Ma fille, tu as donné naissance au désir caché de ton cœur en tissant tes rêves avec la toile invisible
de la force créatrice. Tu as créé un cercle de famille aimant qui va toucher les cercles d'autres formes de vie lorsque vous partagerez ensemble des expériences. Quand tes anneaux de création rencontreront les cercles des expériences de vie créées par d'autres, alors de nouvelles idées verront le jour et la créativité sera disponible pour tous ceux et celles qui auront envie de partager. Soleil derrière les nuages est une extension vivante du côté masculin de ta nature et chant de la pluie, un reflet de ta part féminine. En les accompagnant avec amour jusqu'à l'âge adulte, tu créeras des toiles de créativité et des moyens de soutenir leur expression personnelle qui leur serviront tout au long de leur marche sur la Terre. À travers leur expérience, tu pourras voir comment ta propre créativité peut se mêler à la leur pour concrétiser les rêves que vous avez en commun. Enseigne-les bien, tisseuse, car ainsi tu vas montrer à d'autres comment l'esprit de l'artiste qui vit à l'intérieur de chaque être humain peut donner forme à un monde qui respecte la créativité que le grand mystère a placée au cœur de tous les êtres vivants. La voix de Martha s'évanouit et la tisseuse se retrouva à chevaucher dans son rêve sur le dos d'un guépard. La médecine du guépard, qui est d'accomplir les tâches avec rapidité et agilité, accéléra les visions de la mère de clan, qui semblait flotter devant l'œil de son esprit. Les images se succédèrent. Comment montrer aux enfants la façon de mener à bien de nouvelles tâches. Comment éviter la paresse et la procrastination qui proviennent d'un manque d'inspiration. Le futur sera bon. L'horizon étincelait d'innombrables possibilités et la tisseuse avait trouvé une source illimitée d'inspiration en voyant le monde à travers les yeux de chant de la pluie et de soleil derrière les nuages. Elle remercia silencieusement le grand mystère de lui avoir permis d'exprimer la beauté qu'elle avait découverte en étant mère de la force créatrice. Son chemin allait évoluer et se transformer tout au long de la vie de ses enfants. Chacun des objets qu'elle avait créés était une extension de son amour et de son expression personnelle. Chacun ayant un but et une mission spécifique à accomplir, ses enfants trouveraient leur propre but et leur propre mission en utilisant des façons de s'exprimer bien à eux. En tant que protectrice de l'instinct de survie, la mère de clan réalisa qu'elle avait créé ainsi une façon de transmettre la sagesse et l'amour qu'elle portait dans son oranda. Cette transmission survivrait à l'épreuve du temps parce qu'elle avait tissé la toile de sa création afin qu'elle puisse donner vie, longévité et pérennité à la concrétisation de ses rêves.